Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans un nouvel épisode, une discussion entre passionnés. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Edouard, le fondateur de la marque Nutrienco, et on va faire un épisode un peu spécial dans lequel on va vous donner l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour pouvoir décrypter les compléments alimentaires disponibles sur le marché et pouvoir vous guider dans vos choix pour prendre les meilleurs compléments alimentaires et éviter potentiellement les arnaques ou les compléments alimentaires qui ne sont pas favorables à votre santé. Donc pour commencer cet épisode, Edouard, je te laisse te présenter ton parcours, d'où tu viens et ce qui t'a amené à créer cette marque Nutrienco. Salut Alex, merci pour ton invitation. Donc moi j'ai 37 ans, je vis à Aix-en-Provence et je suis très attaché à cette douce vie qu'on a en Provence. Globalement, moi, mon parcours il est assez classique. J'ai fait d'abord un bac S. J'ai toujours eu, on va dire, un vernis très scientifique. Ensuite, j'ai basculé dans le monde du commerce. J'ai fait une école de commerce et je me suis spécialisé en finance. Et puis très rapidement, en fait, j'en suis sorti. Je faisais beaucoup de sport. Je m'intéressais de près à ce que je mangeais. J'ai commencé à comprendre que sur les diètes occidentales, on était carencé sur certains micronutriments. Et c'est ce qui m'a amené à me pencher en fait sur la micronutrition. Et là, donc, on est en 2016 à ce moment-là, 2015-2016. Sur le marché des compléments alimentaires, tu n'avais pas vraiment de marque qui était dans une approche véritablement préventive. On était sur des marques qui étaient plutôt dans une approche curative, distribuée en pharmacie, qui allaient copier un petit peu ce qui se faisait sur les médicaments, en fait, sur les codes marketing des médicaments. Et je m'inscrivais un petit peu dans un nouveau schéma de consommation dans lequel il me semble que tu t'inscris aussi. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup en toi. Et donc, j'ai commencé à étudier les formules et j'ai pas trouvé, en fait, de démarche qui correspondait à mes attentes. Et donc, en 2016, j'ai décidé de fonder ma marque, en l'occurrence Nutrienco. Voilà, si tu veux, pour un parcours bref. Ok, super. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous parler rapidement de Nutrienco? Quelle est la vision de cette entreprise-là? Brièvement, en fait, on a été, alors ça fait un peu, tu sais, toujours discours start-up de dire ça comme ça, mais on n'usurpe pas ce discours-là. On a créé une marque pour les consommateurs. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, on cherche à répondre à tous les besoins d'un consommateur lambda en matière de compléments alimentaires, et notamment en apportant un très haut niveau de fiabilité et de transparence. On va en parler aujourd'hui, mais également en recentrant, on va dire, la formulation sur l'efficacité. C'est-à-dire que chez nous, l'efficacité va primer, par exemple, sur l'éco-responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'éco-responsabilité n'est pas importante, mais dans la hiérarchisation des priorités, elle passe en second. On a aussi, et ça je pense que tu l'as bien compris, une démarche très éducative. On cherche vraiment à prendre toute personne désireuse de mettre en place une stratégie de prévention santé et on l'aide à s'y retrouver dans cette jungle. Donc voilà pour te dresser un petit peu un portrait de la mission de Nutrienco. Et donc on a été fondé en 2017. On a à peu près 60 références à l'heure actuelle, réparties en trois grands univers. D'abord la santé, c'est vraiment l'univers duquel on vient. Ensuite, beauté et sport notamment. Ok, on peut parler du marché des compléments alimentaires. En tant qu'acteur de ce marché des suppléments, c'est quoi toi, ton regard ou ton avis sur ce marché-là? En fait, si on prend, on va dire, des marchés connexes, on se rend compte que le marché du complément alimentaire en France est assez nouveau, assez neuf. Il reste en fait assez petit. Si on doit donner quelques chiffres, bon après, l'enjeu du podcast, c'est pas de l'orienter trop business, mais c'est un marché qui fait à peu près 3 000 milliards. C'est 5 à 10 fois plus petit, par exemple, que la cosmétique, pour donner un élément de comparaison. Ça reste quand même un marché qui est, pour lequel on a du mal à récupérer les informations de vente dans leur globalité. Pourquoi? Parce que historiquement, les trois univers que je citais tout à l'heure, qui sont santé, beauté et sport, étaient, on va dire, divisés, chacun de leur côté. Donc, tu avais les organismes pour récupérer les infos en pharmacie avec la santé, tu avais les organismes pour le sport, tu avais les organismes pour la santé. En fait, ils se faisaient chacun un peu la guerre, de sorte que finalement, d'avoir un chiffre précis, ça reste compliqué. Mais quoi qu'il en soit, c'est un marché qui est en croissance. Globalement, on a une croissance entre 5 et 10 par an depuis une dizaine d'années. Et plus généralement, on constate un changement d'habitude avec des Français qui sont de plus en plus en train de s'inscrire dans une démarche préventive. Donc en fait, historiquement, le complément alimentaire a tiré, on va dire, une population plutôt âgée en France, c'est-à-dire on va dire 50, 55 ans et plus. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années désormais, on voit de plus en plus de jeunes arriver en fait très tôt dans la consommation de ce type de produit, avec l'idée de dire, je n'attends pas de tomber malade,
avant de m'occuper de ma santé. Voilà, en fait, si tu veux, un peu la démarche aujourd'hui. Et après, on trouve ce type de produit partout, et j'ai même envie de dire dans de plus en plus d'endroits. Historiquement, c'était quand même très centré sur la pharmacie et éventuellement sur quelques grandes enseignes de sport ou quelques grandes enseignes beauté. Désormais, il y a eu une véritable percée sur le digital avec des marques désireuses d'apporter, on va dire, de la qualité et surtout de la transparence sur un marché qui est resté très longtemps une chasse gardée. Il y avait un côté un peu vivons cachés, vivons heureux. Pour conclure sur cette dynamique de marché, ce qu'il faut que tes auditeurs comprennent, c'est que chaque année, il y a entre 5 000 et 10 000 nouveaux produits qui sont immatriculés en France. Ce qui fait que l'offre est extrêmement abondante. Et finalement, entre les opportunistes qui sont uniquement là pour faire un billet et les marques vertueuses, il est parfois difficile en fait pour le néophyte de s'y retrouver. Et donc, la volonté de ce podcast, c'était qu'on puisse donner à tes auditeurs une sorte de boîte à outils qui n'est pas universelle, qui est en tout cas celle que j'utilisais en 2016-2017 quand je me suis lancé. Et puis, je trouve que, comme je le disais, moi, je me retrouve beaucoup en toi et j'ai l'impression que tu utilises un peu la même boîte à outils. Donc, une sorte de boîte à outils qui permettent en fait à tes auditeurs de se dire, bah, tiens, telle marque, je peux lui accorder ma confiance et telle marque, en revanche, il faut peut-être s'en méfier. Voilà. Yes, vous avez compris, du coup, aujourd'hui, on va vous donner l'ensemble des clés pour choisir une bonne whey, un bon collagène, un bon magnésium, etc. Mais avant ça, est-ce que, Edouard, tu peux nous décrire la méthode qu'on va utiliser pour savoir si oui ou non un produit est bon? Oui, bien sûr. En fait, la méthode parfaite serait la méthode, si tu veux, où un expert serait capable, pour chaque produit, par exemple, que ce soit un magnésium qui est très connu ou un ginkgo biloba qui est beaucoup moins connu, serait capable de faire une analyse détaillée sur la formulation et également sur la partie qualité ou transparence, c'est-à-dire qu'en fait, les analyses qualité qui vont être effectuées sur le produit, que ce soit par exemple les analyses en matière de teneur en pesticides, de teneur en principes actifs, une analyse microbiologique, que tous ces éléments-là soient bien présents. Voilà. Et puis de l'autre, il va bien sûr y avoir au niveau de la formulation, donc je parlais de l'efficacité, il faut se rapprocher le plus possible en fait, des preuves scientifiques. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon dosage, il faut s'assurer quand il y a des problématiques d'absorption, d'avoir, on va dire, les actifs qui s'absorbent le mieux, donc qui sont potentiellement vectorisés ou qui sont en présence de cofacteurs qui vont faciliter l'absorption. Voilà. Et donc, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que on est tous les puristes d'un produit en particulier. Citons par exemple le magnésium, qui est un petit peu pour moi le standard, l'étalon, on va en reparler. Et on est tous des novices quand il s'agit d'un ingrédient, on va dire, un peu barbare qui vient d'arriver sur le marché. Même moi à mon niveau, et même toi, je pense, à ton niveau. Donc en fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, ça je te l'avais dit en off, c'est quand on va dans un magasin de burgers, on va pas prendre le chicken burger ou le fish burger pour tester et aller dire à ses copains, c'est un super restaurant de burger. Tu prends un cheese qui est l'étalon, le standard. Tu vas faire ta comparaison avec les autres restos à ce niveau-là et ça va être en fait l'élément de comparaison. Et donc, Hmm. dans la boîte à outils qu'on peut proposer aujourd'hui à tes auditeurs, c'est de se dire finalement sur 3, 4, 5, 6 produits, on va dire vraiment populaires, que je pense aujourd'hui, toute personne qui met en place un peu une stratégie de prévention doit connaître. Comment on vérifie si le travail a été bien fait et s'il est bien fait, alors on peut supposer que la marque fait bien son taf sur l'ensemble de sa gamme, quoi. Au-delà de ces 4, 5, 6 produits qui forment un peu les étalons de l'industrie. Voilà. Voilà la démarche qu'on va vous proposer. Super, bon bah alors on peut commencer si tu le veux bien par le fameux, on va dire, cheeseburger des sportifs, la whey protéine. Comment on peut savoir si une whey elle est qualitative ou pas? Et puis comment on choisit une whey sur un marché qui est super grand avec énormément de choix? Ouais, en préambule, ce qu'on peut dire, c'est que le marché de la whey en France, c'est un marché très qualitatif. Donc, il y a très peu de chances de se faire avoir en termes de qualité. Il y a eu en plus, tu sais, récemment un buzz ou un scandale avec l'histoire du Nutri-Control, Bien qui sûr. avait épinglé notamment une marque. Mais le problème, donc pour rappeler, Nutri-Control, c'était une personne qui avait fait des analyses de teneur en protéines sur les whey et sur plusieurs whey du marché. Le Hmm. problème qu'on avait eu, c'était que le protocole d'analyse n'avait pas été expliqué correctement. Il est fort possible d'ailleurs que cette personne ait été néophyte et qu'elle ne connaissait pas bien les méthodes d'analyse, tout du moins dans un premier élan. Je pense que par la suite, pris par le buzz,
la personne a dû, à mon avis, ajuster un petit peu son discours. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la protéine est très quali. Donc, on va bien entendu dire que le premier élément qu'il faut regarder, c'est d'avoir une teneur en protéines minimale et qu'elle soit garantie, c'est-à-dire backée par des analyses de teneur. Donc là, on va avoir deux types de whey. On va avoir les whey dites concentrats, qui sont en fait, contrairement à ce que leur nom indique, le grade le moins concentré. On va avoir des protéines qui vont être entre 70 à 80%, parfois 82% de teneur protéique. Ça va dépendre aussi, bien entendu, de l'arôme que vous allez avoir dedans. Souvent, quand c'est au chocolat, on doit mettre un petit peu de poudre de cacao, donc ça dilue. Mais globalement, ce sont voilà, des grandeurs d'ordre entre 70 et 80% de protéines. Après, tu vas avoir les isolats. Nous, c'est ce qu'on propose actuellement. Donc là, tu es sur un grade premium. Donc, je vais avoir des concentrations qui vont plutôt osciller entre 80, 90, parfois 94. C'est le cas de la nôtre, hein, sur extrait sec et en coefficient 6,38. Il y a deux coefficients, encore une fois, d'analyse. Donc, le premier élément, ça va être de s'assurer d'avoir une teneur qui est à peu près conforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est affiché sur les étiquettes et ce qu'on a sur l'analyse, on peut tolérer une différence qui va jusqu'à 7%. Pourquoi? Parce que vous avez souvent les annonces sont faites sur extrait sec et les analyses sont faites sur extrait ambiant. Donc vous allez déjà avoir un petit peu d'eau qui va être à l'intérieur. Deuxième élément que je conseillerais à tes auditeurs, c'est de s'assurer d'avoir une bonne traçabilité. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais la traçabilité, c'est toujours quelque chose de rassurant. Déjà, moins il y a d'intermédiaires, moins il est susceptible d'y avoir de produits compromettants à l'intérieur. Plus le travail a de chances d'avoir été fait correctement, parce que les intermédiaires n'ont pas à cacher de potentielles problématiques. Et le top, c'est les grades qui sont dits natifs, les whey natifs. Ça vient du lait frais, et ça vient pas en fait des coproduits de l'industrie fromagère qui ont donc déjà a priori subi certains traitements chimiques. Et ça permet de garantir l'intégrité des peptides. Donc les peptides, hein, si on se représente une protéine ça va être un collier de perles. Quand tu prends une perle, c'est un acide aminé. Quand tu prends des séries de perles dans tout ce collier, c'est les fameux peptides. Et en fait, si tu veux, les peptides vont avoir, en plus de représenter des briques de fabrication pour les protéines de notre corps, et donc la réparation des muscles, l'hypertrophie, etc., ils vont également avoir d'autres effets. On parle dans ces cas-là de peptides dits bioactifs, notamment sur l'immunité, et pas que. Mais on sait que les sportifs qui s'entraînent de façon intensive, donc par exemple des personnes qui font 4 à 5 entraînements poussés par semaine, ont tendance à avoir une immunité un petit peu en berne si l'alimentation n'est pas au rendez-vous, la micronutrition n'est pas au rendez-vous. Donc, ce type de biopeptide va être quelque chose d'intéressant. Donc, je dirais que vraiment, les deux premiers éléments, on va dire techniques, ça va être ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le grade natif, on peut le vérifier parce que dans les analyses de teneur, on peut regarder la présence de ces biopeptides. Donc, tu as par exemple l'immunoglobuline qui va être généralement le biopeptide qu'on va analyser. Enfin, en tout cas, on va vérifier qu'il y a sa présence en fait dans la whey pour s'assurer qu'elle est bien native. Je dirais que le troisième élément, ça reste le goût et la texture. Donc là, il va falloir regarder du côté des excipients. Le mot excipient n'est pas un gros mot. Ça, on en a parlé, tu te souviens, ensemble. Quand j'ai Bien démarré sûr. NutriEnco en 2017, j'étais un anti-excipient jusqu'à ce que je rencontre une personne qui me raisonne un petit peu et qui m'expliquait que, bah, en fait, quand tu prends une gélule, tu n'as beau avoir que du principe actif dans ta gélule, la simple tunique de la gélule en elle-même est un excipient. C'est le véhicule, en fait, c'est la galénique, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ça m'a fait un petit peu réfléchir et je pense qu'il était important d'apporter un petit peu de nuance. Aujourd'hui, les marques s'écharpent beaucoup sur ce sujet des excipients parce que ce sont des termes techniques, scientifiques, barbares. Ça fait vite pétrochimie qui est là pour nous donner le cancer, alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. Il y a des excipients qui sont sains, sur lesquels on a beaucoup de recul, parfois 30, 40 ans, et qui vont permettre dans certains cas, de faciliter les mélanges et donc de vous faire gagner 30% de prix au final sur le produit. Voilà. Et vous allez avoir également dans ces excipients ce qu'on va appeler les édulcorants. Les édulcorants, ce sont des sucrants. C'est-à-dire quand on ne souhaite pas ajouter de sucre,
on va ajouter des excipients qui vont avoir pour objectif de donner un goût tout de même agréable. Et donc là, dans l'univers des whey, on va dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a tout ce qui va être extrait de stevia, que moi j'ai plutôt tendance à recommander. On a suffisamment de recul dessus. Et ce sont des excipients qui sont très bien notés par les associations de consommateurs, qui sont généralement un petit peu les juges de paix à ce niveau-là parce qu'elles sont très sévères. Et à côté, vous avez le sucralose et l'acésulfame K, sur lequel, bon, je ne pense pas que ce soit des excipients qui vont être dits interdits, mais il faut rester, on va dire, vigilant parce qu'il y en a quand même partout autour de nous. Et on sait que ça peut, le sucralose à haute dose peut avoir des répercussions sur le microbiote ou sur la paroi intestinale chez certains sujets. Ça reste rare, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc, si on doit faire un arbitrage, je reconseille plutôt de sortir du côté des extraits de stevia, qui sont des extraits végétaux 100% naturels, hein, là où le sucralose va plutôt être synthétique. Donc voilà, si tu veux, sur les édulcorants. Après, tu vas avoir les texturants. Alors généralement, pour la partie concentrat, tu n'as pas besoin de texturant parce que les concentrats sont moins filtrés que les isolats et tu vas garder des corps gras à l'intérieur. Donc les mélanges s'opèrent bien et tu vas naturellement avoir une onctuosité très agréable. En revanche, quand tu es sur les isolats, généralement, on peut tolérer un petit peu d'ajout de gomme de xanthane, où là encore une fois, les associations de consommateurs notent très bien cet excipient. Donc là, bon, sur Internet, il y a énormément d'influenceurs qui disent il faut zéro excipient et la gomme de xanthane, c'est pas bon. Moi, je partage pas cet avis. Je considère que d'avoir un petit peu de gomme de xanthane pour apporter un petit peu d'onctuosité et rendre, on va dire, la routine plus agréable, c'est quand même sympa. Et ensuite, tu vas avoir un dernier excipient qui est important, c'est ce qui va procéder en fait à un meilleur mélange micellaire. Alors, dit autrement, ça veut dire que dans ton shaker, ça fait pas trop de mousse et pas trop de grumeaux. Pour ça, il faut rajouter ce qu'on appelle des lécithines. Et là, encore une fois, c'est pas un gros mot. Tous les êtres vivants fabriquent en eux-mêmes des lécithines qui sont des corps gras qui vont venir faciliter tout simplement le mélange. Là, généralement, tu as deux sources, soja ou tournesol, merci, sunflower. Et donc, si tu veux, nous, on a privilégié plutôt le tournesol. Et on avait fait une vidéo, je ne sais pas si je t'avais montré la photo, mais on avait montré un isolat brut sans lécithine de tournesol et un isolat avec un minimum de lécithine de tournesol. Et on voyait que d'un côté, on avait un effet mauvaise bière et de l'autre, on avait un mélange micellaire qui tendait à la vue à être plus onctueux. Voilà, on pourra mettre d'ailleurs la photo sur le podcast, ça peut être intéressant. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut dire. Je pense que sur la partie texture et goût, il est quand même important que ça reste un moment plaisir parce que pour faciliter en fait l'intégration de ce type de produit dans les routines, si c'est un calvaire tous les jours, ton observance elle va diminuer, c'est-à-dire la capacité du sujet à être dans la récurrence va diminuer. On en a déjà parlé dans une autre vidéo de cette partie sur la lécithine. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mousse que vous avez au-dessus de votre shaker lorsque vous consommez une protéine sans lécithine, elle est composée d'air, bien évidemment, mais elle est aussi composée de protéines en suspension. Donc si vous consommez une whey isolate sans lécithine, que vous shakez et que vous avez la mousse, que vous buvez rapidement et que après vous rincez votre shaker et que vous rincez la mousse avec, en fait, vous perdez une partie des protéines que vous avez payées, quoi. Donc c'est un petit peu bête. Avoir de la lécithine, ça permet d'éviter cette perte de protéines. Donc ça reste un produit qui est super intéressant. Un autre sujet dont tu n'as pas parlé, là, tu n'as pas parlé de la Clearway. On n'en a pas parlé non plus en off. C'est quoi, toi, ton avis? Est-ce que tu vois certains avantages à ce produit-là ou pas du tout? C'est un sujet que je maîtrise pas parfaitement. Je te dirai toujours quand il y a des sujets que je maîtrise pas parfaitement. Ce que je sais, c'est que la whey a un traitement chimique. Donc, je suppose que les biopeptides en sont altérés. Il faudrait quand même que j'étudie le sujet de façon plus approfondie. Je dirais que la Clear Whey peut représenter un avantage pour les personnes qui n'aiment pas le lait, ou on va dire comment dire, le goût et la texture qui est susceptible d'apporter un produit lacté. Et la grande force de la Clear Whey, c'est qu'elle elle n'est pas lourde. En fait, tu vois, quand tu la bois, tu ne vas pas avoir l'effet chocolat chaud. Tu Bien sais que sûr. tu vas pouvoir retrouver, par exemple, sur une whey plus classique.
Donc, ce sont généralement des produits qui sont assez appréciés des femmes. Et surtout, ce sont des produits sur lesquels tu peux retrouver des aromatiques plutôt fruités, là où les aromatiques fruités sont plus difficiles à concilier avec des whey traditionnels. On va plutôt ressortir sur chocolat, vanille, cappuccino, mais justement toujours autour du côté un petit peu lacté. On va avoir, tu vois, par exemple, une whey classique qui va sortir un goût fraise. En fait, ce sera beaucoup plus proche d'un milkshake fraise. C'est pour ça que la nôtre, on l'a appelé milkshake fraise, que véritablement fraise. Parce que ça va pas être léger comme un jus de fruits, quoi. Mais encore une fois, c'est sûr qu'en termes de qualité biochimique, il y a des traitements qui sont quand même assez poussés. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait regarder du côté des biopeptides pour voir si l'intégrité en est protégée, quoi. Ok, ok. Sur ce sujet des biopeptides, tu sais, on entend souvent parler des GMP. On sait que dans les whey bon marché, pas très cher, il y a des producteurs du coup qui rajoutent des GMP et que ça fausse la teneur en protéines. Comment le consommateur il peut être sûr à 100% d'avoir une whey où il n'y a pas plein de GMP à l'intérieur? Bah, il faut demander l'analyse. Après, le gros avantage que tu as sur les whey natifs, c'est que t'as pas de GMP. C'est un point Ok, intéressant, ou très très marginalement. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le GMP en quantité modérée n'est pas mauvais. Il peut bien sûr. même être un biopeptide intéressant. C'est quand il est en surquantité qu'il va devenir, on va dire, délétère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas toléré chez les nourrissons. Donc, en fait, les industries laitières ont tendance, en fait, à extraire le GMP des laits infantiles et elles vont le recycler dans des whey bon marché. C'est Hmm. pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait d'avoir des whey natives ou des whey à bonne traçabilité, c'est-à-dire connaître vraiment l'origine du lait, de la vache, jusqu'à la whey, jusqu'au sachet ou au pot de whey. Parce que en connaissant les différents intermédiaires, bah, on est susceptible de mieux comprendre aussi ce qui s'est passé en termes d'opération. Donc bah, là, tout simplement, il faut demander une analyse GMP, donc notamment sur les whey fromagères, parce que c'est là où on a des GMP. Et Ok. ce qu'on peut se dire, c'est qu'au-delà de 20% de GMP, on peut considérer qu'il y a eu un ajout. Et généralement, au-delà de 20%, l'organisme commence à avoir un peu plus de mal à les tolérer. Et l'avantage des GMP peut en être diminué, quoi. Je dirais, un premier élément, si on est sur une whey native, pas de souci. Quand on a une whey fromagère, donc issue des coproduits de l'industrie fromagère, on demande une analyse GMP. Et si on est sous les 20%, tout va bien. Ok, et pour les whey, est-ce que tu penses que c'est intéressant de se diriger par exemple vers une whey biologique, une whey bio, ou pas forcément? Ouais, mon avis, alors chez Nutrienco, on a toujours eu l'ambition d'essayer de rendre ce type de produit accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, là, tu vois, on va Ok. sortir une whey concentra aussi, parce que la whey isola, mine de rien, ça coûte quand même assez cher. Hmm. Et pour ceux qui ne vont pas forcément rechercher le taux de protéines absolu et également qui ne sont pas sensibles au lactose, un concentra 15 euros moins cher peut avoir du sens. Ok. De mon point de vue, encore une fois, c'est mon point de vue, je trouve que le bio est plus une justification à la surenchère du prix qu'à la véritable, on va dire, qu'un véritable gage de qualité. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a le label bio, tu sais, en fait, on se dit, ah bah, c'est bon, j'ai pas besoin de faire le taf, ça veut dire que c'est Hmm. quali. Alors, en fait, tu sais comme moi que c'est pas forcément vrai. On s'est rendu compte qu'il y avait des produits bio qui avaient des pesticides. Tu vois, moi, je peux t'en parler, hein, sur notre ashwagandha qui est bio. Une fois, on a eu une alerte dans le process qualité, on s'est rendu compte qu'il y a un lot qu'on s'apprêtait à mettre en gélule qui était dit bio et dans lequel on avait des pesticides. Bah, je te garantis que tu Ok. as plein de marques qui auraient fermé les yeux, qui l'auraient mis en gélule, ce serait sorti en bio, ni lu ni connu. Tu vois ce que je veux dire? Donc le label bio, il a du sens sur des produits non transformés. C'est-à-dire que demain, je vais chez mon primeur, il me propose des tomates bio. Bon, là, oui, je vais préférer consommer des tomates bio. Mais sur des produits qui vont présenter un minimum de transformation, il ne faut pas avoir forcément peur de ce mot de transformation. Mais la whey, c'est un produit transformé. Ça sort pas du pied de la vache, là, ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a quand même un certain process dessus, des filtrations qui sont effectuées, microfiltration, ultrafiltration, avec des procédés quand même de transformation. En fait, il faut avoir ce réflexe d'aller voir les analyses. Il faut travailler sa curiosité et avant de porter son allégeance ou sa confiance à une marque, il faut prendre le temps de faire ce travail
Et c'est tout l'objet en fait de ce podcast, c'est d'aider les gens à se dire, OK, bah là, telle marque, elle est quali, et bio ou pas bio, c'est pas forcément intéressant. Les auditeurs pourront constater une chose, si tu veux, c'est que à whey équivalent, c'est-à-dire à taux de protéines équivalent, à provenance équivalente, etc., une bio, elle va être 3, 4, 5 euros plus chère versus la pas bio. Pourtant, les analyses seront identiques. Donc, Hmm. voilà, moi j'ai tendance à dire, attention à ce label bio. On se rend compte d'ailleurs qu'il ne s'est pas généralisé sur le marché de la whey, okay, là où la whey native l'a emporté. Je trouve que il faut savoir que la whey native, c'est une spécificité française et un petit peu allemande et italienne. Mais c'est vraiment en France que ça a percé. Aux États-Unis, le terme de Ok. natif reste encore marginal dans les recherches. Très clair. Ok pour la whey. Deuxième produit, les oméga 3. Comment savoir si les oméga 3, par exemple, que j'achète en ligne, ils sont bons et si je vais pas m'intoxiquer? Le plus important, c'est l'indice Totox. C'est l'élément numéro un sur ce segment, sur ce type de produit. Et là, encore une fois, il y a un peu, on voit un peu tout et son contraire, puisque quand on s'est rencontrés en off, on en a déjà parlé, et toi, tu l'as très bien compris. Souvent, les marques vont communiquer sur l'indice Totox de l'huile Hmm. extraite des poissons, mais pas de l'indice Totox, si tu veux, en sortie de chaîne ou dans le temps. Je m'explique. En fait, il faut replacer la chaîne de production de ces huiles oméga 3. Elles vont avoir deux avantages, on va dire, intéressants pour le consommateur. Premièrement, quand tu compares la consommation d'oméga 3 issus de poissons et la consommation d'oméga 3 issus de compléments alimentaires, il y a un avantage pris du côté du complément alimentaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que grâce à une technologie qu'on appelle la distillation moléculaire, tu as une garantie de propreté des huiles oméga 3 en complément alimentaire plus élevée que ce que tu as du côté des poissons. Bah, on pourrait mettre un petit schéma sur la récurrence et le risque de toxicité en fait des différents types de poissons entre les petits poissons début de chaîne, les poissons intermédiaires et les grands poissons. Mais typiquement sur les oméga 3, tu peux en prendre, enfin les oméga 3 en complément alimentaire, tu peux en prendre tous les jours les yeux fermés. Il n'y a pas de Hmm. risque à ce niveau-là. Donc les marques qui disent je suis plus propre que le voisin, machin, etc. Bon, moi je pense que c'est un combat d'arrière-garde. C'est pas là-dessus que ça joue. Voilà, les auditeurs comprennent un avantage prix, un avantage propreté par rapport aux poissons, et ensuite comment je choisis mes capsules d'oméga 3 entre les différentes marques, c'est l'indice d'oxydation et la façon dont la marque va le traiter qui va faire la différence. En tout cas, la première différence. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comment on obtient des huiles d'oméga 3 en capsule. Bah, d'abord, je prends mes poissons, je vais extraire l'huile des poissons. Donc là, déjà, j'ai une première opération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'oxydation, elle n'est pas stable dans le temps. Elle ne fait qu'évoluer. Donc, par exemple, une marque qui va te dire, bah, moi, j'ai un indice Totox inférieur à 10 en sortie de chaîne d'extraction de l'huile des poissons, ça veut dire qu'au moment où tu récupères l'huile liquide, tu es déjà à 10. Et ça va Hmm. ne faire que croître dans le temps. Si l'huile est bien protégée, et si globalement le procédé d'extraction a été relativement clean, cette progression de ton oxydation dans le temps va être ralentie. Ensuite, on passe à la phase d'encapsulation. C'est généralement la phase où les précautions en matière d'oxydation sont les moins respectées. On va se dire la vérité. Et en fait, souvent, les marques communiquent l'indice Totox de l'huile liquide extraite du poisson, mais pas de l'huile en capsule, si tu veux, une fois qu'elle est conditionnée dans le flacon, dans le produit final. Et en fait, ça fait une différence. Parce que mine de rien, quand tu encapsules, bah, on est sur des machines qui font des milliers de capsules à l'heure. Ça peut potentiellement chauffer en fonction de la qualité de la machine. Et donc, ça peut relancer aussi l'oxydation. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, là d'ailleurs, je m'adosse à un expert du marché qui s'appelle Julien Vénesson. Tes auditeurs pourront aller regarder, on en a déjà parlé ensemble, qui a rédigé un article à ce sujet que je trouve très pertinent et qui a démontré que, notamment aux États-Unis, qui est un marché qui est très monitoré parce qu'il y a beaucoup d'associations de consommateurs qui font des analyses de teneur régulières sur différents produits, etc. Et qui ont démontré qu'il y avait moins de 30% des produits d'oméga 3 qui avaient des indices Totox qui respectaient ce qui était annoncé, si tu veux, sur les pages des produits des marques. Voilà. C'est pour sensibiliser tes auditeurs.
Nous, chez Nutrienco, on a appris aussi là-dessus. On a appris pourquoi? Parce que, en fait, quand tu produis un lot, tu vas récupérer entre 3 et 6, ce qu'on appelle échantillons de rétention. Et là-dessus, tu vas faire des analyses à des temps réguliers. Nous, on a fait ça tous les 6 mois, sur 3 ans. Généralement, la date d'utilisation limite d'un complément alimentaire, en moyenne, c'est 3 ans. Donc, au début, on s'était mis sur 3 ans. On avait demandé aux façonniers, aux producteurs d'huile, qui nous avaient dit oui, oui, 3 ans, on peut y aller, etc. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'au bout de 24 mois, donc au bout de 2 ans, notre indice Totox commençait à trop grimper. En fait. Donc au début, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est mauvais et c'est là que je me suis vraiment intéressé à la question. Et donc on a décidé de ramener la date limite à 24 mois. On a décidé également, même si je pense que ça n'a pas une très grosse incidence, mais ça peut en avoir une quand même, chez Nutrienco, tu sais, pour symboliser la transparence, on utilisait beaucoup de flacons transparents. Et là, on a décidé de tout passer en flacon opaque pour les oméga 3. On a décidé aussi d'acheter une chambre froide à l'entrepôt et dans lequel, entre autres produits, figureront nos oméga 3. Tout va être fait, si tu veux, pour ralentir un maximum l'oxydation. Voilà. Pour rester en dessous des 25, parce qu'en fait, le vrai seuil, c'est 25. 25, c'est ce que la GOED, donc c'est Global Organization for EPA and DHA, donc EPA et DHA, c'est les deux oméga 3, on va dire, clés, hein, décisifs pour notre santé. Et en fait, elle a expliqué que on pouvait tolérer un indice d'oxydation jusqu'à 25. C'est-à-dire qu'en dessous de 25, le produit est considéré comme frais. Au-dessus, il n'est pas considéré comme frais. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que les marques qui s'écharpent toutes en disant mais moi j'ai 10, moi j'ai 5, on commence même à avoir des marques qui annoncent 3. Alors 3, honnêtement, je pense que c'est impossible à tenir dans le temps. Voilà. Donc, méfiez-vous quand même un petit peu à ce niveau-là. Accordez plus de confiance à une marque qui va proposer sur sa page produit des analyses sur des temps réguliers pour un lot donné. Voilà. Donc nous, on a fait des tests à 24 mois. À 24 mois, ça passe. Donc jusqu'à 24 mois, pour y aller les yeux fermés. Voilà globalement pour l'indistotox. C'est un petit peu technique, tu m'excuses. Je peux rentrer un peu dans des tunnels, mais c'est important. D'accord, donc toujours vérifier la mention de l'indice Totox avant encapsulation, des études pour voir l'évolution du Totox dans le temps, et ensuite quels sont les autres critères à observer sur ce sujet des oméga 3. Exactement. Tes auditeurs ont compris que le premier élément, c'était l'indice Totox. Le deuxième élément, c'est deux choses. Déjà, d'avoir des huiles qui vont être dites concentrées ou ultra concentrées. Et bon, à la limite, la différence entre concentré et ultra concentré, c'est pas très important. Ce qu'il faut regarder, c'est que dans une capsule, qu'on soit sur des capsules de petite taille ou de grande taille, qu'on ait plus de 50% de l'huile qui est à l'intérieur qui soit composée d'oméga 3. Là, ça veut dire qu'on est sur une huile dite concentrée. Mais plus important que ça, c'est l'équilibre entre EPA et DHA. Et ça, pour le coup, il y a peu de marques qui en parlent. Et d'après moi, d'après mes recherches, le plus important, c'est d'avoir un ratio à l'avantage du DHA. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DHA est plus abondant dans notre organisme, notamment dans notre cerveau. Dans notre cerveau, il va représenter entre 80 et 90% des oméga 3. Dans le sang, il représente, on a un ratio de 3 pour 1. Il n'y a que dans les muscles qu'on a un ratio de 1 pour 1, voire très légèrement à l'avantage de l'EPA. Pourquoi? Parce que, en fait, dès que je fais ça, je casse de la fibre, je crée de l'inflammation. Et l'EPA est un messager modulateur de l'inflammation. Là où le DHA va être un acide gras de structure. Donc, il va constituer, en fait, il va participer aux structures des tissus de notre organisme. Et donc, moi, j'ai tendance à dire, c'est dommage de partir sur un ratio qui donne l'avantage à l'EPA. Pour une autre raison aussi, c'est que quand tu regardes la cascade de transformation des oméga 3 dans notre organisme, tu as donc trois oméga 3. D'abord, l'ALA, qui est un oméga 3 qu'on va retrouver notamment abondamment dans l'huile de colza, mais qui n'est pas utilisé, qui n'est pas grandement utilisé par l'organisme. Il va le transformer d'abord en EPA, puis en DHA. On voit que le DHA est en bout de chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les poissons qu'on a l'habitude de manger, notamment les poissons qu'il faut privilégier quand on cherche à avoir une approche de prévention santé, donc les petits poissons, maquereaux, sardines, anchois, on va toujours avoir plus de PA que de DHA. Donc si déjà on a une diète avec une certaine abondance de ce type de poisson, on va voir qu'on va plutôt jouer en faveur de l'EPA. Si on prend de l'ALA,
on sait qu'au niveau des taux de transformation, on va plutôt avoir de l'EPA que du DHA. Sauf chez les femmes enceintes qui sont une population particulière qui peuvent transformer, en tout cas qui peuvent parvenir depuis la LA à avoir beaucoup de DHA. Mais sorti de ces populations, je recommande donc plutôt de donner la primauté au DHA. Voilà ce que je peux te dire. Donc voilà, je dirais un, le Totox, le plus important. Deux, s'assurer qu'on soit sur des huiles concentrées. Attention dans les lectures entre petites et grandes gélules, ok? Enfin, petites et grandes capsules. Moi, à titre personnel, les très grandes capsules, mes clients n'aiment pas trop, donc on a fait des petites capsules, ce qui fait qu'il faut en prendre. Les oméga 3, d'ailleurs, il faut en prendre beaucoup, hein, parce qu'on parle de 1 à 2 grammes d'oméga 3 par jour. Donc il faut y Bien aller sûr. quand même en termes de prise. C'est pas négligeable. Vous pouvez moduler si vous avez par exemple mangé dans votre journée des maquereaux, des sardines ou que sais-je encore qui contient des oméga 3. Hein. Les œufs peuvent contenir aussi de l'EPA et de la DHA et du DHA pardon, quand les poules sont bien nourries. Donc après, vous ajustez, moi à titre personnel, sur le produit Nutrienco, je prends 6 capsules par jour, sauf quand je vais manger du poisson ou que je sais que j'ai un apport de qualité, où là, je vais potentiellement réduire à 3. Voilà ce que je peux te dire à ce niveau-là. Super, ok pour le Totox. Et au sujet du label EPAX, est-ce qu'une marque peut nous proposer des oméga 3 de qualité sans pour autant avoir le label EPAX? Ou est-ce que c'est vraiment une obligation? C'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Ah, tu le connais, mon avis, c'est que en fait, Je sais. Epax, c'est un grand succès marketing et c'est un succès marketing dont les marques ne peuvent pas se passer parce que les clients vont réclamer Epax. Donc Mm. Epax fait bien son travail, mais il y a d'autres labels qui font bien leur travail. Et donc je vais te raconter, c'est l'anecdote que je t'avais racontée en off. Nous, à la base, on était sur un label encore plus qualitatif que le Epax. C'est-à-dire que là, on avait vraiment un indice Totox ultra bas, etc. Si bien que les huiles étaient transparentes. Elles étaient transparentes. Et donc, en fait, quand nos clients récupéraient nos huiles d'oméga 3, ils nous appelaient, ils nous disaient, mais oh, qu'est-ce que vous avez mis dedans? On dirait de l'eau, ça n'inspire pas confiance. Donc, on Mm. a arrêté d'utiliser les Golden Omega et on s'est mis sur Epax, principalement parce que les gens nous disaient on n'a pas confiance, parce que c'était trop quali, ça ressemblait à de l'eau, alors que dans leur Mm. esprit, les huiles d'oméga 3 doivent être légèrement jaunies. Et parmi les éléments qui vont apporter cette légère teinte jaune, eh ben, il y a l'oxydation en fait. Plus une huile est oxydée, plus elle va jaunir. Nous, on a déjà fait des tests à ce niveau-là. Ça devient jusqu'à une couleur orangée, voire marron dans le temps, si tu les gardes vraiment longtemps et dans un environnement qui est pas optimisé. Donc oui, le label EPAX, c'est un label qui est populaire, qui est de qualité. Mais attention, le label EPAX ne doit pas, si vous voulez, le EPAX, c'est pour les producteurs, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui vont extraire l'huile des poissons. C'est pas pour les Bien sûr. encapsuleurs et c'est pas pour Mm. les marques. Donc, ça ne va pas exempter la marque de faire son analyse Totox dans le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, Golden Omega, c'était très intéressant parce que il nous imposait des façonniers, c'est-à-dire qu'il nous imposait des encapsuleurs, parce qu'ils avaient très peur que l'encapsuleur démarre une oxydation accélérée de leurs huiles. Donc, ils nous disaient, nous, on vous recommande très fortement de travailler avec telle personne. Et d'ailleurs, c'était des Italiens. Et comme nous, c'est vrai qu'on est une marque un peu made in France, etc., on souhaitait aussi ramener de la valeur ajoutée en France. Donc, entre le fait que les gens nous disaient il y a de l'eau dans vos gélules et le fait qu'ils souhaitaient du made in France, on a basculé sur Epax. Oui, c'est vrai que aussi quand on parle au grand public, personnellement, moi je dis toujours, bah, prenez des oméga 3 labellisés, et puis c'est le label le plus populaire EPAX. Mais c'est vrai que ça fait pas tout, c'est intéressant de savoir où est-ce que ça a été encapsulé, comment les oméga 3 ils ont été stockés, avoir un petit peu toute la chaîne de valeur, et il n'y a pas que le label qui compte. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'exempte pas la marque de faire ses analyses Totox. Donc Ouais. attention, c'est comme le label bio tout à l'heure. C'est pas parce que vous avez le label EPAX que, OK, le taf est fait, on peut y aller. Soyez Mm. curieux et demandez quand même l'analyse Totox ou allez la chercher et assurez-vous qu'on a bien une analyse Totox, idéalement en fin de vie du produit ou à 6 mois ou à 12 mois, parce que c'est ça qui va être important. Yes, totalement d'accord. Produit suivant, si tu veux bien, le magnésium. C'est un produit qui est super populaire, pas que chez les sportifs, mais c'est assez compliqué de faire son choix parce qu'on se retrouve avec énormément de formules, plein de formes de magnésium.
Comment on peut s'assurer de choisir un magnésium qui va vraiment être efficace et qui va répondre à nos besoins? En fait, tu as trois variables sur le magnésium et tu fais bien de démarrer en fait par l'apport de l'efficacité parce que pour le coup, le magnésium, il faut surtout regarder la formulation. Hein, on disait en préambule que en fonction des produits, il fallait regarder plutôt la traçabilité ou les analyses qualité ou l'efficacité ou les deux. Là, en l'occurrence, on va vraiment être sur quels sont les transporteurs de magnésium utilisés. Donc, je m'explique. En fait, le magnésium, c'est un ion Mg2+, qui, pour être équilibré, a besoin d'être greffé à une molécule. Et en fait, cette molécule va déterminer sa capacité à être absorbée depuis l'intestin jusque dans le sang, à ne pas entraîner de troubles digestifs et à apporter une plus ou moins haute dose, c'est-à-dire avoir une notion de teneur. Voilà. Et donc, il faut regarder en détail quels sont les transporteurs. C'est pour ça qu'on va parler, par exemple, de magnésium oxyde, parce que l'oxyde, ça va être le transporteur, de magnésium bisglycinate, de magnésium liposomé, etc., etc. Et donc, les trois variables qu'il faut regarder, c'est la teneur, l'absorption et le confort digestif. D'accord pour ces trois variables-là, mais ensuite, comment on fait son choix? Parce qu'on se retrouve des fois avec des très gros écarts de prix entre un oxyde de magnésium, du citrate de magnésium et puis du bisglycinate de magnésium, par exemple. Alors tu dis quelque chose de très juste pour donner, des repères à tes auditeurs. Un oxyde de magnésium, le prix peut varier de 4 à 10 € le kilo. Un bisglycinate, on va plutôt être entre 30 et 40 € le kilo et les magnésiums liposomés, on va plutôt être pareil autour des 40 € le kilo. Tu peux même avoir des sels très spécifiques qui vont atteindre des prix à plus de 100 € le kilo. Donc on voit qu'on a une palette de qualité très large, une palette de prix très large. Il y a globalement trois grandes familles de transporteurs de magnésium. Je simplifie, si tu souhaites qu'on refasse un jour une intervention spécifique sur le magnésium, on pourra le faire, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus. Globalement, tu as la première famille, autour de l'oxyde principalement, et du magnésium marin, qui est plus ou moins un autre nom, plus marketing pour l'oxyde, sur lequel on va avoir une haute teneur, mais une faible absorption et une tolérance digestive médiocre. Okay, ça peut entraîner des troubles digestifs. Ensuite, tu as la deuxième famille, avec notamment le bisglycinate, le malate, le citrate, où là, on a greffé au ion magnésium des molécules qui vont lui permettre une absorption beaucoup plus élevée. En revanche, ces molécules qui transportent le magnésium sont plus lourdes et donc la teneur en magnésium va diminuer. Okay, donc on a une bonne absorption, une faible teneur, mais on a une bonne tolérance digestive dans l'ensemble. Ça dépend un peu des sels, ça dépend aussi de l'hôte, ça dépend du pH globalement qu'on va retrouver dans le tractus digestif de l'hôte. Et enfin, on a la dernière famille avec les magnésiums dits liposomés ou micro-encapsulés, où là, on va cocher les trois cases, teneur, absorption et tolérance digestive. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que quand on choisit une formule de magnésium, c'est-à-dire quand on va chercher un apport important à un moment donné dans la journée, il faut plutôt miser sur la deuxième et troisième famille. OK? Hmm. Donc, deuxième famille, des bisglycinates, des malates, des citrates, voilà. Et troisième famille, les magnésiums dits liposomés ou micro-encapsulés. L'idéal pour moi dans une formule, c'est d'avoir plusieurs transporteurs parce que tu vas agir en fait sur des canaux d'absorption qui vont être différents. Et tu vas éviter la compétition avec d'autres minéraux, notamment avec le calcium. Ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium est en compétition avec le calcium. Et en fait, le magnésium a tendance à attirer plus de molécules d'eau autour de lui que le calcium. Ce qui fait que quand il se présente sur les canaux ioniques pour passer depuis l'intestin jusque dans le plasma sanguin, s'il a un calcium à côté, il perdra toujours. Ok. D'où l'intérêt, en fait, de passer par d'autres canaux d'absorption, comme je le disais, que ce soit le paracellulaire ou que ce soit par l'endocytose. L'endocytose, c'est le canal en fait d'absorption des liposomes. C'est un peu comme un cheval de Troie, pour faire simple. Voilà. Donc, finalement, pour résumer, l'enjeu, c'est de cocher les trois cases teneur, absorption et tolérance digestive. Et donc, l'idée, c'est de panacher des transporteurs de la deuxième génération et de la troisième génération. On mettra un petit tableau dans le podcast avec quelques noms de transporteurs
pour aider tes auditeurs à s'y retrouver. Ouais, l'idéal aussi, c'est d'avoir quand même une teneur minimale. Donc en fait, nous, on a réussi à mettre 300, enfin, on a réussi à mettre 100 mg de magnésium élément par gélule. J'insiste sur le. En fait, vous avez parfois des marques qui ont tendance en fait à essayer de tromper le consommateur sur l'étiquette. Elles vont dire par exemple 1000 mg de magnésium bisglycinate. Mais en fait, le bisglycinate, le transporteur qui est greffé au magnésium, il n'est pas utile. Enfin, il n'est pas utile. Il peut avoir une utilité, mais il n'est pas utile sur le lieu d'action du magnésium en tant que tel. Vous allez avoir l'impression de consommer 1000 mg de magnésium, mais en réalité, ce sera 1000 mg de magnésium bisglycinate, pas de magnésium isolé. Donc, sur l'étiquette, il faut s'assurer d'avoir dans le petit tableau ou quelque part écrit magnésium élément, 2 points, et le nombre de milligrammes. Voilà globalement ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Là, si vous avez ça, globalement, c'est que la marque fait bien son taf. Et sur le magnésium, en termes de qualité, bon, bien entendu, une analyse de teneur, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais le magnésium, dans le temps, résiste assez bien. Et les associations de consommateurs aux États-Unis ont démontré que globalement, le marché du magnésium n'était pas trop sujet à ce type de problématique. Je crois qu'il y a 85% de mémoire des produits de magnésium qui respectent bien ce qu'on a sur les étiquettes. Voilà. Et après, vous avez bien entendu l'analyse microbiologie et moi j'ai tendance à dire aussi l'analyse métaux lourds. C'est bien d'avoir les deux quand même. Yes, c'est très vrai. Et cette information sur la composition, vous pouvez aussi l'avoir sur d'autres produits. On en avait parlé sur la chaîne. Par exemple, avoir une information sur le sulfate de glucosamine, mais pas sur la teneur de glucosamine. Vous pouvez avoir une quantité de malate de citrulline, mais vous ne savez pas combien vous avez de L-citrulline. Donc regardez bien vos produits, c'est super important pour être dans des dosages qui sont cohérents avec vos besoins. Et on n'avait pas échangé en off sur les formes de bisglycinate tamponné, donc des formes de bisglycinate dans lesquelles on rajoute de l'oxyde de magnésium pour augmenter un petit peu la teneur. Je ne sais pas quel est ton avis sur ce sujet-là, on n'entend pas grand chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on entend, je pense, d'après moi, quand on entend quelque chose à ce sujet-là, c'est souvent erroné. Je vais m'expliquer. Donc là, on va rentrer comme un peu dans la technique. Déjà, qu'est-ce qu'un bisglycinate tamponné? C'est un bisglycinate auquel on va rajouter de l'oxyde, donc un sel de la première génération, un sel sur lequel on a dit no go. On dit no Yes. go pourquoi? Parce que son absorption est réputée médiocre et il peut entraîner des troubles digestifs. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est, et d'ailleurs c'est pour ça que je précisais que là, on était dans le choix d'une formule où on apporte beaucoup de magnésium à un instant T. Mais c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité de se mettre des shots de magnésium comme ça. Jadis, on trouvait finalement nos minéraux dans l'eau ou dans l'alimentation, mais c'était graduel dans la journée. Okay. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que si on a un apport faible mais régulier au cours de la journée d'oxyde de magnésium, le corps sait très bien gérer ça. Ok. Ça ne va pas entraîner de problématiques de digestion. Okay. Ça ne va pas modifier le pH. Et donc, on sait en absorber une partie. Pas la totalité. De toute façon, même en bisglycinate, c'est pas absorbé en totalité. Hein. Ça, on n'en a pas parlé, mais quand vous avez marqué 300 mg de magnésium élément par dose quotidienne, vous absorbez pas les 300 mg. Si vous en absorbez 150, c'est déjà à la fête. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le bisglycinate, il est globalement à 10-11% de magnésium élément, ce qui est, on l'a vu, deuxième famille, deuxième génération, une teneur relativement faible. Okay, c'est pour ça que les formules 100% bisglycinate font des gélules très grosses, qu'on appelle dans le jargon T00, et qui sont détestées par les clients. L'industrie s'est dit comment faire pour garder quand même l'efficacité du bisglycinate et augmenter sa teneur. Ils ont trouvé tout simplement, et c'est Albion qui a initié ce mouvement-là. Hein. Donc Albion, c'est la Rolls des minéraux chélatés et donc la Rolls du bisglycinate. C'est ce qui se fait de mieux sur le marché. En tout cas, c'est eux qui ont inventé le concept et qui l'ont démocratisé surtout. Et c'est eux qui ont les premiers proposé donc un bisglycinate de magnésium tamponné d'oxyde, donc qui permet de monter la teneur globale à 18%. Et donc là, on voit beaucoup, pour les personnes qui prennent la parole, d'articles qui vont dire attention, c'est pas bon, on vous leurre. Quand vous avez un bisglycinate à 18%, il ne faut surtout pas y aller. Moi, ce n'est pas mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bisglycinate, il va utiliser 3 canaux d'absorption différents. Alors, on rentre dans la technique, hein, je te l'avais dit. Il va utiliser le paracellulaire, ça ne nous intéresse pas ici. Les canaux peptidiques, parce que 2 glycines forment un peptide, ça ne nous intéresse pas non plus ici. Et il va aussi utiliser les canaux ioniques. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des glycines qui se désolidarisent du ion magnésium quand on est encore dans l'intestin. Et donc, ça va libérer du magnésium. Mais le gros avantage de la glycine, c'est qu'elle va avoir une incidence sur le pH très positive. Okay, je me souviens plus dans quel sens. Et en fait, si tu veux, ça va aider l'oxyde de magnésium à ne pas s'entourer de trop de molécules d'eau. Enfin, en tout cas, le magnésium issu de l'oxyde à ne pas s'entourer de trop de molécules d'eau. Et donc, dans sa concurrence avec le calcium, il va pouvoir jouer son rôle et il ne va pas attirer non plus trop d'eau, ce qui fait que, dit autrement, ça ne va pas entraîner de diarrhée. Voilà. Parce que quand il y a un très gros appel d'eau dans l'intestin, c'est ce qui entraîne les diarrhées et donc l'inconfort digestif. Donc en réalité, moi je trouve que c'est plutôt pertinent. L'idée est de dire, finalement, le bisglycinate ne vient pas, on va dire, obstruer les canaux ioniques, parce qu'il joue aussi sur le paracellulaire et sur les canaux peptidiques. Donc on apporte un petit peu d'oxyde de façon diffuse, hein, il n'y en a pas énormément, qui va venir augmenter un petit peu la teneur et qui va nous permettre d'avoir une absorption un petit peu optimisée. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un choix pertinent. Ouais. Si je devais choisir entre un tamponné et un pas tamponné, je choisirais plutôt un tamponné. Super intéressant, mais tu sais que moi-même je me suis exprimé sur ce sujet-là, mais j'avais pas vraiment cette vision d'ensemble, donc j'avais dit aux gens de plus ou moins se méfier des formes tamponnées, mais c'est top que tu nous apportes toutes ces informations-là pour nous guider un petit peu dans les différents choix. Ensuite, est-ce que ça te va qu'on passe aux multivitamines? Pareil, c'est un produit où c'est difficile de faire son choix, il y a énormément de formulations avec des dosages vraiment différents. Quels sont les critères que tu recommandes à prendre en compte pour choisir un bon multivitamine? Alors moi, j'aurais tendance à leur dire de partir plutôt sur ce qu'on va appeler un multivitamine dit de seconde génération, et on va voir ce qui fait la seconde génération. Pour moi, la première génération, ça va être les multivitamines qu'on avait l'habitude d'avoir sur les présentoirs de comptoir ou aux caisses des supermarchés, on ne citera pas de marque, avec des promesses d'énergie instantanée. On trouvait souvent à l'intérieur de la caféine, donc il y avait ce petit shot en fait qui te mettait le petit coup de pied aux fesses qui va bien, mais on va dire que le rôle premier des vitamines n'est pas forcément d'apporter un effet énergie, ce que j'appelle moi de filière haute, c'est-à-dire de filière visible. C'est plutôt d'assurer d'avoir le tapis de micronutriments minimal nécessaire pour assurer une bonne santé, notamment la santé cellulaire. Donc, comment tu distingues un multivitamine de seconde génération versus de première génération? D'abord, tu vas regarder les vitamines. Et les vitamines, en fait, il existe 2 types de vitamines. Les vitamines dites bioactives ou dites coenzymées, c'est-à-dire qui sont directement utilisables par l'organisme. Le corps n'a pas besoin de passer par des processus de transformation qui sont parfois hasardeux. Quand je dis hasardeux, c'est-à-dire que tu pars avec un stock de 10 vitamines non bioactives et avec les multiples transformations, au final, tu n'en as plus que 3 qui sont actives. Alors, ça, vitamine bioactive, vitamine coenzymée, tes auditeurs vont se dire, putain, comment on fait? C'est compliqué, etc. Je dirais, sur les étiquettes, 3 façons de le repérer au niveau des vitamines B. La première, ça va être sur la vitamine B6. Si vous avez marqué P5P ou pyridoxal 5 phosphate, c'est que vous êtes sur une vitamine coenzymée ou bioactive. Okay, s'il n'y a pas marqué ça, ce n'est pas une coenzymée. Vous avez déjà 90% de chance d'être sur un multivitamine de première génération. Deuxièmement, vous avez le sujet des B9. Vous avez l'acide folique et les folates. Il faut s'orienter du côté des folates. Alors, ce n'est pas tout le temps dit comme ça sur l'étiquette, mais il y a un brevet qui domine, c'est le fameux 4 folique. 4 foliques. Donc, quand vous avez le label 4 folique, vous êtes sur une vitamine dite coenzymée ou bioactive, vous pouvez y aller. Et enfin, vous avez une autre façon de vérifier, c'est au niveau de la vitamine B12. Vous avez la cyanocobalamine, où là, on va être sur la B12 non bioactive, et vous avez la méthylcobalamine, qui, elle, est dite bioactive. Donc, voilà, vous regardez l'étiquette,
S'il y a bien ces trois comment ça s'appelle, vitamines coenzymer, bon, là, normalement, on peut y aller les yeux fermés. Super. J'aurais tendance à dire aussi d'éviter les mégadoses. Mégadoses, c'est culturellement, on retrouve beaucoup ça aux États-Unis, mais je pense que les mégadoses vont avoir un but sur des applications, des objectifs santé très spécifiques. Mais quand on cherche à avoir le tapis de micronutriments minimal qui garantit une bonne santé, ça n'a pas de but. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va s'apercevoir que les multivitamines de seconde génération sont accompagnés de cofacteurs. Les cofacteurs vont avoir pour objectif soit de recycler certaines vitamines, soit d'en augmenter les effets, soit d'avoir des effets connexes. Donc, on peut retrouver dedans de la quercétine, de la lutéine, du lycopène, parfois de la Q10, peut être intéressant. Voilà. Là, après, il y a un petit peu, il faut faire son marché, ok. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir comme ça des cofacteurs. Et ensuite, il y a le sujet des minéraux. Donc là, ce qu'il faut dire à tes auditeurs, c'est que l'enjeu, contrairement aux vitamines, n'est pas d'avoir la totalité des minéraux. Il vaut mieux avoir les minéraux importants. Donc, éviter les minéraux qu'on trouve en abondance dans les diètes occidentales, notamment le calcium. On en a vraiment beaucoup. Les études observationnelles Sugimax 1 et 2 ont montré que globalement, en Occident, on ne manquait pas de calcium. Mais d'avoir un apport en magnésium, par exemple, ça peut être intéressant. Et là, l'idéal, ça va être d'être soit sur un magnésium de deuxième génération, idéalement sur un magnésium de troisième génération, parce que ça fera économiser un peu de taille. Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on est sur la deuxième génération, ça s'absorbe bien, c'est bien toléré, mais la teneur est faible. Là où sur la troisième famille, ça coche toutes les cases. Donc on préférera, je pense, sur un multivitamine, un magnésium micro-encapsulé ou liposomé. Et il faut plutôt éviter ce qu'on va appeler aussi les minéraux pro-oxydants, donc le fer, le cuivre, le manganèse, qui, lorsqu'il n'y a pas une carence avérée, ne vont pas être utiles. Voilà, parce qu'ils peuvent être contre-productifs. Voilà ce que j'aurais tendance à dire sur le choix d'un bon multivitamine de seconde génération. Après, on peut se faire plaisir, on peut chercher des multivitamines qui vont ajouter des principes actifs innovants, très portés sur les mitochondries, etc. Par exemple, il y en a un qui est très intéressant, c'est le bio-PQQ. On ne l'a pas encore, on y travaille, mais ça, c'est quelque chose c'est très cher, mais c'est quelque chose qui est cohérent. Et en termes de range de prix, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça peut être intéressant. Sur le magnésium, je pense qu'aujourd'hui, un magnésium au mois, on doit être globalement sous les 20 euros. Pareil pour les oméga 3. Pour un multivitamine, en revanche, on sera un petit peu plus cher, je pense. Ça ira de 20 euros jusqu'à pour des multivitamines de très grande qualité. Ça peut aller jusqu'à 50 euros. Là, nous, on est en train de travailler sur un multivitamine premium qui sortira sans doute autour des 50 euros quand on a un multivitamine actuel qui est à 27,90 sous sa forme mensuelle, mais qu'on va souhaiter ramener à un prix un peu plus compétitif. Voilà, pour te donner des ranges de prix aussi. Yes, pour les multivitamines, tu sais, il y a des carences qui sont très présentes en Occident. Du coup, personnellement, moi, je fais attention à avoir surtout un minimum de vitamine D, par exemple, et de vitamine K2. Et lorsque je vois qu'il y a une bonne formulation en vitamine D et en vitamine K2, c'est un synonyme pour moi supplémentaire que le produit est assez qualitatif. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Après, j'aurais tendance à dire que c'était pas que. Alors, c'est marrant parce que tu sais, tu constates aussi avec l'évolution dans le temps, ta connaissance, etc. Tu constates que ce que tu pensais avant, bah, tu le fais évoluer. Et j'aurais tendance à dire que tu as raison, mais tu peux aussi prendre ta vitamine D séparément à côté. Oui. Pourquoi? Parce que la problématique du multivitamine, c'est qu'il a un côté fourre-tout qui fait que tu n'auras jamais le principe d'optimisation absolue dans des formules qui vont se concentrer sur un, deux ou trois ingrédients spécifiques. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu Oui, me vois oui. venir. La vitamine D, c'est une vitamine qui est dite liposoluble. Et donc, quand elle est dans une matrice huileuse, elle s'absorbera Ouais. beaucoup plus. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, quand tu as, par exemple, 1000 UI, UI, c'est l'unité de mesure, unité internationale, donc 1000 UI de vitamine D dans un multivitamine sous forme sèche, bah, tu en absorberas moins que quand tu la prends en goutte, par exemple, dans une solution huileuse. Après, ça dépend de ta stratégie. Moi, par exemple, je sais qu'en hiver, je me supplémente avec des gouttes de vitamine D. Là, je le fais encore d'ailleurs.
En été, j'arrête, je passe plutôt sur un multi. En tout cas, disons que le multi me suffit Pour le amplement. besoin. Donc, tu vois, voilà, là-dessus, j'apporterai une nuance. Ça dépend après de la stratégie de la personne. Hmm. Mais typiquement, toi, je sais que tu fais beaucoup de sport. L'ANSES oblige à une limite à 2008 par jour issus des compléments alimentaires, enfin issus d'une posologie de compléments alimentaires. Et en fait, il y a des études cliniques qui ont prouvé que pour des sportifs, notamment de force, 5000 à 10 000 UI par jour augmentaient la force. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Donc Ah après, ouais, bien moi, je ne sûr. vais pas recommander, parce que de ma position, je ne peux pas le faire. Donc, je ne vais pas recommander d'aller sur 5000 à 10 000. Je vais conseiller de rester sur 2000. Mais adviendra ce qu'il adviendra pour chacun d'entre vous. En général, quand on voit des multivitamines, de toute façon, avec 100% des AGR dans toutes les vitamines, ça fait pas tellement de sens. Parce que, au final, il y a pas mal de vitamines, comme là, par exemple la vitamine C, la vitamine D, même des vitamines B, où dépasser 100% des AGR, tu seras absolument pas dans ce qu'on appelle, ce qu'on disait tout à l'heure, là, des mégadoses, mais ça va justement être plus intéressant pour toi pour répondre à tes besoins. Ouais. Je dirais que les deux principales sur lesquelles il est recommandé de dépasser, c'est vitamine D et vitamine C. Voilà. C'est les deux Ouais. sur lesquels il est vraiment recommandé d'aller plus loin. Ah oui, bien sûr. Moi, par exemple, personnellement, je tourne à peu près à 1 gramme de vitamine C tous les jours. Mais c'est vrai que si tu regardes en pourcentage des AGR, bah, ça fait plus aucun sens. Yes. Top. Est-ce qu'on continuerait pas avec le sujet des probiotiques? On prêche aux gens qu'il faut prendre soin de leur microbiote, que c'est super intéressant pour justement bien assimiler les micros et les macronutriments. Mais le sujet du probiotique, c'est un petit peu compliqué. Comment on trouve un bon probiotique dans un monde avec des produits où il y a énormément de souches, énormément de différences aussi dans les teneurs en UFC? Comment on s'y retrouve? Quels sont tes conseils sur ce sujet-là? C'est un sujet qui est compliqué. Moi-même, j'ai mis du temps avant de comprendre, si tu veux, ce qui fait la qualité d'un probiotique. Et il a vraiment fallu que je rencontre des experts indépendants pour me faire un avis objectif sur la question. Donc, tu soulignes déjà quelque chose qui est très important, c'est que il y a un terme sur le segment des probiotiques qu'on appelle UFC, unité formant colonie, qu'on va retrouver d'un point de vue marketing sur beaucoup d'étiquettes et qui est censé nous donner une indication sur la quantité en fait de bactéries qui dorment en fait dans la gélule et qui vont se réveiller dans nos intestins. Donc là-dessus, effectivement, le marketing a entraîné une surenchère qui, je pense, aujourd'hui est délétère. Aujourd'hui, elle est délétère. Nous-mêmes, on en a subi les conséquences. Et donc, en fait, ce n'est pas celui qui annonce le plus d'UFC qui gagne, enfin, qui est meilleur que le voisin. L'enjeu numéro un, ça va être les souches documentées. C'est la chose la plus importante. Donc, en fait, il y a aussi une chose qui va être importante, c'est que les souches documentées, vous pouvez avoir des monosouches ou des bouquets de souches. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que le probiotique, c'est c'est un sujet assez particulier parce que ce qui va fonctionner chez toi va peut-être pas fonctionner chez moi. On n'a peut-être pas les mêmes besoins. Okay, c'est pour ça que pendant longtemps, l'industrie pharma, donc l'industrie des médicaments, a cherché à récupérer le probiotique et elle n'a jamais vraiment réussi à le faire parce que dans la reproductibilité des résultats attendus pour un médicament, on attend 99%. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là où sur un Mm. probiotique, tu seras au meilleur des cas à 80%. Allez, peut-être que sur des monosouches, tu peux monter à 90%. Donc aux US, ils ont fait évoluer un petit peu les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu commences à trouver des probiotiques en médicaments. Mais nous, en Europe et plus spécifiquement en France, c'est pas le cas. Donc ça, ça va être le premier point. Regardez les souches documentées. J'y reviendrai dans un second temps. Le deuxième élément qu'il faut regarder, c'est la viabilité des bactéries. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire 200 milliards, 1000 milliards. Bientôt, il y en a qui vont nous communiquer en trilliards, tu sais, on s'appellera pour rigoler tous les deux. L'enjeu, ça va surtout être, comme l'indice Totox, la viabilité. C'est-à-dire, globalement, la certification, qu'en sortie de chaîne, on a bien le montant qui est affiché sur l'étiquette, qui, a priori, va nous garantir que sur les souches documentées qui vont faire la véritable efficacité du produit, en fin de durée de vie du produit, on ait toujours les quantités qui soient efficaces dans l'étude clinique. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est là que c'est un petit peu pervers, enfin comment dire, la surenchère au nombre du FC peut être délétère. C'est-à-dire que si une étude clinique te dit 2 milliards c'est efficace, peut-être qu'en fait si tu en mets 20 milliards, ce sera plus efficace. Ce sera peut-être contre-productif. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc
c'est un fin dosage en fait. Voilà. Et là-dessus, c'est pour ça que sur le probiotique, peut-être plus que sur l'ensemble des autres produits, on est extrêmement sensible au retour client qu'on obtient. Et on a régulièrement ajusté notre probiotique parce qu'on a de la chance, il fonctionne très bien. On a eu beaucoup de retours là-dessus. Et donc ensuite, sur la partie souche documentée, donc déjà, il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'est une souche. Parce que, bien entendu, d'un point de vue marketing, vous avez beaucoup de marques qui vous disent oui, nous, on vous met les souches sur l'étiquette. Oui, mais la souche, c'est pas juste Lactobacillus plantarum. C'est Oui, pas oui. ça. Ça va être le nom de code qui est derrière, de retrouver l'ensemble de ces infos. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a mis un QR code. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir le code. Ça veut dire que la souche, elle est rendue publique. Et en fonction de ce code, on va pouvoir savoir si c'est une souche documentée ou pas. Généralement, les souches documentées, elles ont un petit trait de marque ou un petit R à côté. Donc, ça facilite le travail. Et normalement, si la marque fait bien son travail également, dans les sources scientifiques qu'elle va mettre en avant pour promouvoir son produit, elle va citer les travaux cliniques qui ont porté sur les souches trademarkées ou protégées. Voilà. Tu auras toujours, quand le travail est bien fait, un surdosage. C'est comme pour le multivitamine, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu as un surdosage. En fait, si tu veux, quand tu as marqué 100% des AR, bah, tu es à 120%, mais toi, tu ne le sais pas. Mais nous, on a pris une sécurité parce qu'on sait que dans le temps, il y a une légère oxydation des vitamines, elles se cassent, tu vois. Et donc, pour assurer qu'en fin de vie du produit, tu es toujours 100% de tes apports journaliers, on surdose un petit peu. C'est pour ça que Hmm. l'analyse de teneur aussi sur multivitamines, sur certains indicateurs, comme la vitamine C ou 2-3 vitamines B, ça peut être intéressant aussi. Nous, on le fait. Voilà. Donc, et là, ça va être, ce qui va être important, c'est de regarder. Typiquement, tu vois, sur un Lactobacillus plantarum LG B223, je te dis n'importe quoi, eh ben, tu as une étude clinique qui a prouvé qu'il était efficace à 3 milliards. Ben, nous, dans ces cas-là, on va le surdoser à 12 milliards. On va faire x3. Ok. On va aussi, on va prier très fort que à x3, ce soit pas délétère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, vraiment, ouais. quand tu sors Hmm. une nouvelle formule, quand tu sors une nouvelle formule et que tu as fait ton dosage, tu es ultra vigilant sur tes retours terrain. Parce que si tu as des gens qui te disent, mais en fait, ça m'a enflammé le ventre, ça veut dire que tu as sans doute trop dosé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est que d'un point de vue marketing, tu as la surenchère au nombre d'UFC et tu as la surenchère au nombre de souches. Le marketeur moyen pense que si on lui met un max de souches, ça va être plus efficace. Ce qui n'est pas vrai. Mais Hmm. malheureusement, toutes les marques, et on en fait partie, ont subi un petit peu ça. Donc tu es obligé d'ajouter des souches qui sont là, entre guillemets, un peu pour faire beau. Et ce qui va être important, c'est de regarder dans tous les ventails de souches que tu as, les différents dosages. Parce que généralement, tu as une souche de charge qui va représenter 90% de ton nombre d'UFC, et le reste, c'est des miettes. Et il faut Hmm. s'assurer que sur tes souches cliniquement documentées, tu n'es pas des miettes et que ça corresponde bien au dosage de tes études cliniques. Mais ouais, on peut pas faire. Voilà, c'est comme ça que tu choisis un bon probiotique. Et donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un probiotique qui va avoir que 3 souches et dont les 3 souches sont cliniquement documentées, notamment cliniquement documentées ensemble, et qui va avoir un dosage x2 ou x3 par rapport à son étude clinique qui va l'amener par exemple à 10 milliards d'UFC par prise, bah, ça pourrait être tout aussi bien qu'un produit qui claime 100 milliards et qui a 20 souches. Ça pourra peut-être être mieux. Si ce produit n'a pas de souches documentées ou si ces souches documentées sont simplement là pour faire beau, mais qu'en fait, tu as un nombre d'UFC qui ne correspond pas à ce qu'on a dans l'étude clinique. Pour résumer, on peut dire que les probiotiques évités, c'est ceux qui n'ont pas de souche brevetée, où l'efficacité clinique n'a pas été démontrée. Et faire attention aux marques qui ne sont pas transparentes, parce qu'on peut se retrouver avec un produit qui a été mal stocké ou stocké par exemple très longtemps. Et quand on reçoit le produit chez nous, bah, il y a quasiment plus de souches dedans. Et troisième point, du coup, un produit où dans les souches, la quantité, elle n'est pas du tout prouvée scientifiquement, ou soit on n'en a pas du tout, très peu, ou alors beaucoup trop. J'imagine que c'est ça du coup. Ouais, c'est ça. Il y a un point qui est important aussi de préciser, c'est que en termes de galénique donc la galénique, c'est la façon dont le produit se présente à vous, en gélule, en sachet, en comprimé, etc. Oui. J'aurais plutôt tendance à dire que le comprimé, on va l'éviter. Ça a tendance à chauffer quand même et les souches vont être quand même en contact avec la chaleur. Alors, on m'a dit qu'il existait des comprimés de probiotiques efficaces. Oui, mais généralement, c'est du monosouche. Il n'y en a pas beaucoup.
et on est dans le domaine du médicament. Donc là, c'est pharma, c'est des normes draconiennes, c'est pas la même chose. Est-ce que la gélule est efficace? Oui. Est-ce que le sachet est efficace? Oui. Donc moi, c'est plutôt les deux galéniques que j'aurais tendance à promouvoir. Il y a aussi un autre élément, on me dit souvent la température, le frigo, est-ce que c'est quelque chose d'important? En réalité, oui et non. C'est-à-dire que les souches vont être beaucoup plus sensibles à l'humidité qu'à la chaleur en réalité. Alors bien entendu, si tu laisses ton probiotique à 35 degrés dans ta boîte aux lettres pendant 10 jours, bon, quand tu reviens de vacances, il n'y a plus grand-chose de vivant à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Mais attention, je ne recommande pas de mettre son probiotique au frigo, sauf s'il fait 35 degrés chez vous. Mais pourquoi? Parce que le frigo crée de la condensation. Condensation égale humidité. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit de prendre une bouteille d'eau dans son frigo pour constater que y a de l'eau en fait dans un frigo, en suspension, etc. Donc voilà, moi j'aurais tendance aussi à dire à ce niveau-là, attention. Donc si en plus tu as un mec qui te dit recommandation frigo, qu'il a 50 souches, dont aucune cliniquement documentée et une qui représente 90% du mix, et qui parle en triomphe du UFC, là je pense que il peut le poster en commentaire et on ira tous rigoler dessus, quoi. Dernier produit, Edouard, est-ce qu'on parlerait pas du collagène? Alors, pas mal de questions autour du collagène. Est-ce que la source de collagène, elle est importante? Est-ce qu'il y a une différence entre prendre du marin, du bovin ou du porcin? Est-ce qu'il faut prendre uniquement du type 1 ou est-ce qu'il faudrait prendre un petit peu de type 2? Pareil pour la taille, on voit beaucoup de 2000 Dalton, mais est-ce que c'est intéressant aussi de prendre du 4000 Dalton? Bref, plein de questions pour nos auditeurs. Comment ils peuvent savoir qu'un collagène va être de bonne qualité, que ce soit pour notre peau et pour nos articulations? Alors là, c'est intéressant parce que dans ta question, tu dis bien un collagène pour la peau et les articulations. Le « et » va être important ici. Ok. Alors déjà, il faut faire tomber l'idée reçue, c'est qu'entre marin et bovin, et même porcin, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le mec qui vient te dire non, mais en fait, l'équilibre peptidique du marin est plus adapté à l'être humain et tout, bon, ça, si tu veux, joue-moi du violon. C'est vraiment très, très. Moi, j'ai rien vu, si tu veux, de véritablement concret. Et en fait, généralement, quand le mec te dit ça, c'est qu'il a du marin. Le bovin te dira aussi que son équilibre est particulier et que ça correspond bien, machin. Donc bon, ça, faut pas écouter. En revanche, il y a une différence importante sur un point, c'est que tu vas avoir des collagènes qui vont être dits hydrolysés, plutôt issus marin, bovin, porcin, et des collagènes natifs. L'utilisation n'est pas la même. Donc, le natif, il vient généralement des coquilles d'œufs. Okay, et là, on va avoir la protéine de collagène intègre. C'est une protéine qui est très lourde, qui est très grosse. Elle fait 300 000 Dalton. Dalton, c'est pas Lucky Luke, c'est l'unité de mesure de la taille en fait des protéines. Pour donner un élément de comparaison, la whey, on est entre 16 000 et 20 000. Tu vois, 16 000, 20 000 pour la whey, 300 000 pour le collagène. Alors déjà, tu te dis, il va falloir envoyer de l'enzyme pour le découper, le truc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu vas ingérer une protéine intègre de collagène, tu vas en absorber très peu. Très, très peu. OK? Ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas efficace, parce qu'elle elle peut avoir une incidence sur l'inflammation de ton intestin. OK? Mais tu ne vas pas jouer sur les mêmes filières qu'un collagène dit, lui, hydrolysé. Donc, hydrolysé, c'est un terme technique pour dire prédigéré, où on va envoyer en fait des collagènes qui font, comme tu le disais, des tailles moyennes de 6 000, 5 000, 3 000, 2 000, 1000 Dalton, et qui vont avoir pour objectif de mieux s'absorber. Voilà. Et d'avoir un effet dans l'organisme. Alors que le natif, lui, ne rentre quasiment pas dans l'organisme. Okay, donc moi, je vais te parler principalement de ceux qui rentrent dans l'organisme. C'est pas pour faire de la mauvaise pub pour les natifs, parce que je pense que les natifs peuvent avoir un avantage quand tu as, par exemple, une problématique d'inflammation de la peau due à une inflammation de l'intestin. Aujourd'hui, on se rend compte que, tu sais, le microbiote a des répercussions sur beaucoup de choses. Dans une stratégie de rééquilibrage du microbiote, dans une stratégie, si tu veux, de réduction d'inflammation de ton intestin et notamment de ton côlon, ça peut être très intéressant de partir sur du natif. Mais là, nous, on ne va pas parler de ça. Pourquoi? Parce que le natif ne va pas augmenter ta production de collagène dans ton organisme. Okay, il ne joue pas du tout sur cette filière-là parce qu'il ne rentre pas dans l'organisme. Il reste dans l'intestin. Donc, nous voici sur les collagènes hydrolysés. Donc ensuite, il y a l'histoire des Dalton.
Les Dalton, c'est compliqué. C'est compliqué parce que aujourd'hui, on est encore sur un marché qui est naissant, même s'il y a une très grosse dynamique autour, mais on n'a pas beaucoup d'analyse sur les Dalton. Et surtout, ça coûte très cher. C'est-à-dire que si demain, nous, on veut dire, OK, on va vérifier que les Dalton, de vérifier ce qu'annonce tel ingrédientiste sur son nombre de Dalton, ça va nous coûter très très cher. Là, on est sur plus de, je connais pas exactement les montants, mais je parle en dizaines de milliers d'euros. Une dizaine de Oui, milliers d'euros pour une analyse, c'est costaud quand même. Tu vois ce que je veux dire? bien Nous, on sûr. peut monter jusqu'à 1000, 2000, c'est déjà beaucoup. 10 000, bon, là, c'est compliqué. Là, j'ai mon DAF qui va arriver, il va dire qu'est-ce qui se passe? Le business a changé, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Donc, comment tu fais? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 4000 Dalton et 1000 Dalton, la différence va être relativement marginale. C'est surtout la quantité qui va faire la différence. C'est-à-dire que plus le Dalton est élevé, plus ta protéine ou tes peptides sont gros et nécessitent donc d'être encore découpés. Donc, moins tu vas en absorber. Et donc, plus tu dois en ingérer. Donc, globalement, Ok. ça veut dire quoi? Ça veut dire que la littérature scientifique a tendance à démontrer que sur 4000 Dalton, pour du type 1, on parlera des types 1, enfin des types après, pour du type 1, qui est le type dominant, donc 90% du collagène dans le corps Hmm. humain, il te faut à peu près 10 grammes par jour pour espérer une efficacité. Là où sur de 2000 Dalton, a priori, on peut descendre à 5000, pardon, à 5 grammes. Oui, oui, 5 grammes. 5 grammes. Et là où sur du 1000, on va pouvoir descendre à 2 grammes à peu près. Okay, alors les 1000 Dalton, c'est encore débattu parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu descends en Dalton, bah, plus tu as de risque d'être en acide aminé. Or, Hmm, ce qu'il bien faut, sûr. on l'a dit tout à l'heure, hein, on a les protéines qui sont les colliers de perles, les peptides qui sont des séries de perles, et l'acide aminé qui est une perle en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, la force du collagène en complément alimentaire, du collagène hydrolysé, c'est le fameux biopeptide dont on parlait, tu sais, avec la whey. Les GMP en sont, l'immunoglobuline en est aussi. Ben là, on va chercher des biopeptides qui, en plus d'apporter des briques de fabrication pour l'organisme, vont être capables de stimuler, d'exciter les cellules qui fabriquent le collagène, notamment en augmentant la division cellulaire de ces cellules-là. Ok. Voilà, tout ça pour dire que si tu n'as pas de biopeptides, enfin, en fait, si tu descends trop bas dans l'échelle des Dalton, par exemple en dessous de 300, 200 Dalton, bah, tu vas être à l'échelle de l'acide aminé. Et l'acide Hmm. aminé n'a pas le pouvoir du biopeptide. C'est-à-dire qu'elle va représenter une brique de fabrication, mais elle ne va pas exciter la fabrication. Donc l'effet en sera moindre. Et donc, quand un collagène dit bah, moi je suis à 2000 Dalton, c'est une moyenne. Et ce qu'il faut, c'est vérifier la répartition. Alors, très honnêtement, moi, les répartitions que j'ai vues sur le marché, qu'on m'a communiquées, elles sont toutes plus ou moins bonnes. Oui. L'idéal, quand tu as 2000 Dalton, c'est d'avoir un pic autour des 500 Dalton, parce que c'est là où tu as les fameux di- et tripeptides bioactifs. Je n'irai pas plus loin. Si tu veux, un jour, on fera un podcast dédié. OK. Mais voilà. Donc, globalement, j'aurais tendance à dire Dalton, ça va être utile parce que, oui, 4000 Dalton, il faut 10 grammes. 2000 Dalton, il faut 5 grammes. Et a priori, ça va plus vite. Et 1000 Dalton, il faut a priori 2 à 2,5 grammes. Et ça va encore un peu plus vite. Nous, on est en train de travailler actuellement sur un 2000 Dalton. Un 1000 Dalton, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le Dalton, le plus important, et ce qui va arriver demain, c'est pas encore le cas, mais ça va arriver, c'est la teneur en peptides bioactifs. Ok. Donc demain, les meilleurs collagènes diront, bah voilà, moi je suis par exemple à 2000 Dalton, mais je certifie que j'ai 3% de diétripeptides bioactifs. Parce que c'est pas tout d'avoir, tu sais, quand je disais tout à l'heure, tu es en moyenne à 2000 Dalton, mais tu as un pic dans la répartition, tu as un pic à 500. 500, c'est là où tu as les diétripeptides. Mais c'est pas parce que tu as des diétripeptides qui sont bioactifs. Parce que tous Ok. les diétripeptides du collagène ne sont pas bioactifs. Mais c'est pour ça que ce que doivent retenir les auditeurs, c'est bon, il y a 4000 Dalton, 10 grammes, 2000 Dalton, 5 grammes, 1000 Dalton, 2 grammes, et demain, teneur en diétripeptides bioactifs. Voilà, ça va, c'est ce qui va Plus. mettre tout le monde d'accord. Ben, Super c'est en train intéressant. d'arriver. Là, on est en train de bosser dessus. En fait, pendant longtemps,
les machines d'analyse ne faisaient pas la différence entre les peptides et les acides aminés libres. Donc, on pensait par exemple que la glycine avait un rôle bioactif. Et en fait, c'est pas la glycine libre, c'est la glycine prise dans un biopeptide qui a, si tu veux, cette action d'excitation des. Tu vois ce que je veux dire? La science des biopeptides, c'est très récent en micronutrition. Ça a, que je ne dise pas de bêtises, un peu plus d'une dizaine d'années. Ça a 15 ans. Où vraiment, il y a eu un consensus scientifique et on s'est dit, ah oui, en fait, le biopeptide, c'est important. Autre marché concerné, le marché des BCA avec la leucine. En fait, aujourd'hui, on est en train de se demander si la leucine, c'est pas lorsqu'elle est prise dans un peptide qu'elle va exciter l'anabolisme, enfin exciter, en tout cas entraîner l'anabolisme. Donc voilà pour ce qui est des Dalton. Après, on passe sur le côté sauvage ou aquaculture. Bon, là, moi, je te dis très sincèrement les choses. Avant, j'étais en sauvage. On a eu des risques de rupture de stock et de tension, mais à ne plus dormir. Donc, j'ai arrêté. Je suis passé sur l'aquaculture. Alors, il y en a plein qui vont me dire, mais c'est minable, l'aquaculture, les poissons sont bourrés de tiques, on voit ils sont à moitié mangés, etc. Bah, ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, en fait. C'est comme partout. La vraie vie, c'est dans la nuance. Et aujourd'hui, tu as des labels qui te permettent de certifier, si tu veux, ton aquaculture. Donc nous, le label qu'on a, enfin les bassins avec lesquels on travaille, ils sont notés, pour simplifier, 4 étoiles sur 5. Ils veulent passer à 4,5. C'est vachement dur de passer à 4,5. Et un jour, on ira les filmer. Mais nous, on connaît toute notre filière. C'est-à-dire que moi, ce que je peux te dire, nous, on bosse avec Naticole. Bien Il sûr. y en a plein qui te disent Naticole, 100% français, etc. Naticole, c'est pas compliqué, tu as deux sources. Soit c'est du sauvage, et le problème du sauvage, c'est qu'au niveau arrivage, tu n'es jamais assuré d'être servi correctement. Soit c'est aquaculture, et c'est aquaculture Asie. Ensuite, si tu veux, ça transite sur la Slovénie, parce qu'en Slovénie, il y a ce qu'on appelle l'étape de gélatinisation. C'est une première étape où on va extraire vraiment, on va démêler les hélices de collagène. Alors ensuite, c'est ramené en France, et là, c'est hydrolysé, c'est-à-dire prédigéré. OK? Donc, bon, bah, la dernière étape de transformation, ça a lieu sur le sol français, donc ils clament un collagène français, mais les poissons, ils sont pas pêchés au large dans l'Atlantique, et la gélatinisation, elle n'est pas faite en France non plus. Là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais j'ai jamais entendu une marque te détailler aussi bien sa chaîne de valeur. OK? Et pourtant, il y en a plein qui te disent, nous, on utilise Naticole. Ouais, Oui. mais Naticole, voilà quel est le procédé. Et avant, on était sur HMG, donc là, pareil, on était sur des poissons qui étaient pêchés en Alaska, qui étaient ramenés en France pour la gélatinisation et l'hydrolyse. Et eux, ils avaient des problèmes au niveau des pêches sauvages qui étaient terribles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le collagène, aujourd'hui, c'est le dernier servi de la pêche. C'est le dernier servi. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que pendant longtemps, le collagène était un coproduit des poissons, enfin en tout cas de la pêche. Okay, donc en fait, on revalorisait des déchets. Les arêtes, hein, globalement. Voilà. Et la peau. Ce qui est en train de se passer, c'est que la demande de collagène est tellement importante que désormais, on pêche des poissons que pour le collagène, dans certains cas, dans certains moments. Donc ça aussi, les auditeurs doivent le savoir. Ce qui fait qu'il y a de très grosses tensions. Et nous, on s'est mis sur l'aquaculture pour être plus serein en termes, si tu veux, de disponibilité. D'approvisionnement. C'est aussi intéressant parce que, voilà, c'est aussi intéressant parce que autant les filières oméga 3 sont bien structurées quant aux pêches marines et quant aux labels qui entourent les pêches marines, autant le collagène est encore très peu structuré. Donc le collagène peut être issu de pêches qui vont pas respecter les quotas, etc. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour dire que l'aquaculture n'est pas forcément le grand méchant loup où il faut pas aller. À un moment, il y a une réalité de marché, il y a une demande qui s'opère. Si on veut être capable de répondre à cette demande, aujourd'hui, l'aquaculture est quelque chose de plus sécurisé pour les approvisionnements. À la marque ensuite de faire attention, de choisir une aquaculture de qualité. Voilà. Mais moi, je le revendique aujourd'hui. Et j'explique pourquoi, tu vois. Et c'est aussi pour cette raison-là que, comme pour les oméga 3, on recommande en général aux consommateurs de se tourner vers un collagène, vers une marque qui propose un trademark ou un label,
pour garantir un minimum, en tout cas, la fiabilité et la qualité de la source du produit qui va permettre de créer ces peptides de collagène. Il n'y a pas beaucoup de labels pour le moment. Il y a ce qu'on appelle les trademarks. Donc, il y a le Oui. Meticol, le HMG, ouais, Peptan, voilà, tu vois, tu as tout ça. Et ils sont tous, honnêtement, aujourd'hui, ils sont tous de qualité. Je pense que ce qui fait la différence sur un collagène aujourd'hui, c'est l'organoleptique, donc le goût et la texture, on va y venir après. Et demain, ce qui fera la différence, c'est la teneur en biopeptides. Mais aujourd'hui, Mm. que vous soyez chez Naticol, chez HMG, chez Peptan, on va pas se Y a pas mentir, un- c'est peu ou prou la même chose. Et donc après, il y a le sujet du goût, qui est un sujet extrêmement important. Ouais, effectivement. Après, ça va dépendre des utilisateurs. Moi, personnellement, sur la chaîne, je recommande souvent aux auditeurs de se concentrer sur un collagène qui a un goût neutre. C'est ce que je recommande et ce que je consomme. De prendre un collagène sans goût. Mais effectivement, ça va dépendre des personnes. Moi, par exemple, ma femme, c'est impossible de lui faire consommer un collagène goût neutre. Donc, bah, essayez de trouver une marque qui propose un collagène avec un goût, mais un produit qui reste qualitatif. Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux façons de le consommer, soit en neutre, soit pas en neutre. Alors, pourquoi il y a une problématique de goût aussi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les quantités 10 grammes, 5 grammes, 2 grammes, ça reste pour le moment difficile à faire passer en gélule. Mm. Globalement, si on doit faire une moyenne, une gélule, ça accueille à peu près 500 milligrammes, donc 0,5 grammes de matière. Et on se rend compte que pour monter sur ces quantités, il va falloir quand même en ingérer pas mal. C'est pour ça que pour le moment, le gros des produits est proposé en poudre. Et là, ce qui va être intéressant, c'est la partie organoleptique. C'est-à-dire que tu as t'as deux catégories. Tu as les clients qui, comme toi, vont être capables de les consommer nature. Après, ce qu'il faut regarder aussi, tout de même, c'est s'il n'y a pas des masquants. Ça peut être intéressant. Nous, par exemple, dans notre neutre, on met un masquant. Moi, Ok. à titre perso, j'y arrive pas sur le neutre. Je suis très, très sensible, même avec le masquant, j'y arrive pas. Mon équipe, il y en a certains qui aiment bien, qui le tolèrent bien, etc. Donc c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus friand des collagènes avec goût. Et on a beaucoup travaillé l'organoleptique. Ça a été la grande force du collagène Nutrienco. C'est cette capacité qu'on a eue à se concentrer sur le goût et à faire en sorte de cacher le côté rance, tu sais, du Mm. coproduit de la mer. Là-dessus, je pense que sur la partie collagène, tu n'as pas besoin d'édulcorant parce que tu n'es pas sur un produit de type. En fait, sur les whey, il y a un côté lacté. Et donc, le lait, en fait, notre inconscient, pour lui, c'est sucré. Tu sais, tu as du lactose normalement dedans. Donc, il y a un petit goût un peu. Ce qui fait que si tu as quelque chose de très neutre en termes de tonalité sucré-salé, pour une whey, ça va te gêner. Pour un collagène, beaucoup moins. En revanche, la partie goût peut être quelque chose d'intéressant. Donc, nous, on a beaucoup travaillé dessus. Et là, bien entendu, l'objectif, ça va être de ressortir. On n'en a pas parlé d'ailleurs pour la whey, mais c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez trois types d'arômes. Vous avez les arômes Mm. naturels de, donc par exemple, arôme naturel de pomme, c'est un arôme naturel qui vient de la pomme. Arôme naturel pomme, là, c'est un arôme naturel qui vient pas de la pomme, donc peut-être du kiwi, tu vois, j'en sais rien, mais qui a un goût Mm. de pomme. Et après, tu as arôme pomme. Là, ça veut dire que ça a été fait par la main de l'homme. Est-ce Mm. que pour autant c'est mauvais? Pas forcément. Parce que si c'est 100% bioidentique, c'est-à-dire que si c'est une molécule qu'on retrouve dans la nature, bah, c'est pas forcément mauvais parce que parfois l'homme parvient à fabriquer des choses et c'est moins cher que quand tu vas l'extraire depuis la nature. Donc sur les arômes, globalement, il n'y a pas grand-chose si tu es bioidentique auquel il faut se méfier. Mais voilà, il faut bien demander à la marque, est-ce que vous êtes sur un arôme bioidentique ou pas? Si elle te dit qu'elle est Mm. sur un arôme simple, pas bioidentique, là tu peux commencer peut-être un peu à te méfier. Mais bon, après, je pense que c'est un peu des combats d'arrière-garde, ça. Voilà. Mm. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut aussi avoir un peu de texture, donc de la gomme de xanthane, ça va être possible pour améliorer le mélange. Et comme pour la whey, dès qu'on va sortir pour moi de tout ce qui est stevia pour ceux qui vont chercher un goût sucré ou gomme de xanthane pour ceux qui vont chercher un peu de texture, bon, ce sera déjà un cran en dessous. Si tu as pour les édulcorants du sucralose et de la sulfame K, c'est un peu moins bien. Moi, je considère de toute façon qu'un collagène, tu peux le prendre sans sucre, hein. Encore une fois, je me répète. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Et après, tu as en termes de formulation, donc si tu veux peau et articulation, le top, ça va être d'associer des peptides de collagène, donc collagène hydrolysé, de type 1 et de type 2. Il existe à ce jour 28 types de collagène différents. Pour le moment, on a encore un peu du mal à les classer parce que tu en as qui sont issus du type 1
Et après, tu as le type 2 qui est vraiment spécifique pour un peu synthétiser. Globalement, le type 1, il va avoir cette capacité à résister à l'étirement principalement, là où au contraire, le type 2 va lui résister à la compression. Donc, quand on court, fait du basket, du handball, etc., tu vois, tous ces trucs-là, là, il va y avoir de la compression. Donc, tous ces sports-là, moi, je recommande vivement de prendre un collagène de type 2. Et donc, le top, si on veut être dans une démarche de prévention, tant pour la beauté que pour le sport, durer dans le sport, d'avoir le type 1 et le type 2, ça va être intéressant. Le type 1 est aussi efficace pour les articulations, mais ça va être, si tu veux, au niveau des tendons, des ligaments, où tu vas retrouver ce rôle d'extension. Il y en a un petit peu dans le cartilage, mais il va avoir un rôle beaucoup moins important que le type 2, qui là, il va résister à la compression, ça va être importé correctement. Généralement, quand tu as un trait de marque, ça fait office de label. Donc, Naticol, Peptan, HMG, tout ça, c'est quand même des marques d'ingrédientistes reconnus qui ont fait appel à des tiers de confiance pour valider les calculs de Dalton, enfin les analyses de Dalton. Donc, quand vous avez ce type de trait de marque, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Bon, Edouard, ça fait 1h30 qu'on enregistre. Merci beaucoup de t'être rendu disponible, de nous avoir partagé tout ce contenu qui est passionnant et très pointu. Pourquoi pas refaire un épisode dans le futur pour partager encore sur un sujet aussi pointu. Merci à toi, c'était vraiment très très intéressant. Vraiment merci. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de discuter avec un passionné. Ah, de même. Merci beaucoup, Edouard, et puis on se dit à la prochaine. Salut! Salut!